C'est l'heure du face-à-face entre Guillaume Daret de France Télévisions. Bonjour. Et Pierre Jacquemin de la revue Politis. Bonjour. Quelle est votre une cette semaine ? Boosté comme jamais, on revient sur les syndicats, les luttes en cours, les luttes locales qui sont reboostées par les 6 mois de mobilisation avec des négociations, en tout cas un rapport de force qui a changé dans l'entreprise, où pas mal de petites luttes locales montrent que c'est possible de négocier les salaires, les conditions de travail. Vous voyez donc finalement peut-être que la réforme des retraites Aurait été utile. utile. La réforme non, mais la mobilisation contre la réforme en tout cas. C'est ce que je voulais dire. Alors il flotte comme une rumeur de remaniement dans l'air. C'est le destin d'un ministre, vivre avec la peur d'être remanié quand d'autres grattent à la porte pour leur prendre leur place. Le sort d'un ou d'une ministre, d'une première ministre, n'est plus guère enviable. Selon l'humeur du prince, il ou elle sera sacrifié. Emmanuel Macron avait évoqué les 100 jours en avril, 100 jours pour que lui-même tourne la page des retraites et passe à autre chose. Mais qu'en est-il d'Elisabeth Borne ? Est-elle près de la sortie ? Ou le président a intérêt à l'user jusqu'à la corde ? Alors, je dirais que pour l'instant, ce qui joue en faveur d'Elisabeth Borne, c'est qu'il n'y a pas de candidat idéal qui semble se dégager. Ce que recherche, la solution idéale recherchée par le président de la République, ce serait le ou la première ministre qui lui amène les 40 députés républicains nécessaires pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette personne idoine, il ne la trouve pas, y compris dans son gouvernement avec les élus venus de la droite, les ministres venus de la droite, Darmanin, Le Maire ou même Lecornu. L'entourage du président de la République fait remarquer que sur une partie de leur texte, ils n'ont pas réussi à faire venir à eux ces députés-là. Donc, pour l'instant... Mais qui y arriverait, dans le fond ? C'est pour ça qu'il n'est pas certain qu'Elisabeth Borne quitte Matignon. Et on se rend compte surtout que, y compris des ministres venus de la gauche, disent aujourd'hui le remaniement qu'il faut faire, c'est un remaniement d'efficacité pour être plus audible de la part des Français. C'est pas tant de trouver le Premier ministre idéal, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Ouais. Et ce serait quoi, retrouver cette efficacité, selon vous, Pierre ? Justement, ce ne serait pas un remaniement technique, ce ne serait pas un remaniement juste de poste à poste, on vire un ou une parce qu'elle ne fait pas suffisamment le taf, ou en tout cas elle ne fait pas suffisamment ou un remaniement utile, mais un remaniement utile, de droite, pour moi, un remaniement utile... en tout cas, pour moi, un remaniement utile, ce serait un remaniement qui fixera un nouveau cap, un cap qui donnerait des orientations claires. Alors effectivement, soit avec une personnalité de droite, et donc du coup, je sais pas, un Éric Ciotti qui en rêve, par exemple, et donc du coup, on comprendrait très bien le message envoyé, c'est cap à droite, mais on sait aussi qu'une partie de la majorité présidentielle ne suivrait pas le président de la République s'il devait y avoir la suppression finalement officielle du en même temps, et ou peut-être un signal qui sera envoyé du côté de l'écologie, je pense, qui est une des marottes d'Emmanuel Macron, qui veut être le président écologique comme il a voulu incarner dès ses premiers jours dans le cadre de sa réélection. Mais là non plus, je ne vois pas très bien quelle personnalité pourrait se dégager et pourrait impulser un cap. Je ne crois pas en cette volonté d'Emmanuel Macron d'impulser un nouveau cap. Pour moi, la principale question ce qui m'interroge, c'est comment gouverner jusqu'à la fin du quinquennat. Et ça ne se joue pas dans le remaniement, ça se joue à l'Assemblée nationale. Où est la majorité ? Visiblement, il n'y a pas de majorité possible à droite. Il y en aura pas. Pour moi, ça passe par une dissolution, mais je ne sais pas quand elle pourra venir. Ouais. Ce qu'on sent, c'est qu'Emmanuel Macron s'est presque un peu piégé lui-même avec cette échéance des 100 jours. Parce qu'après la réforme des retraites, il a voulu lui-même, dit-il, politiquement tourner la page, mettre en route une autre séquence, comme on l'a vu ces derniers jours sur la question de la souveraineté. Alors hier, c'était sur la relocalisation de la production de médicaments en France. Sur cette fin de semaine, ce sera les nouvelles technologies avec le salon Vivatech. En début de semaine prochaine, ce sera l'aéronautique. Il est atteint d'une suractivité avec le Bourget. Et il a plutôt réussi les choses. C'est-à-dire que, y compris dans les médias, politiquement, dans le débat, on parle autre chose que de la réforme des retraites. Ça ne veut pas dire une seconde que les Français sont davantage d'accord avec la réforme, mais il a réussi politiquement et dans le débat médiatique à tourner cette page-là. Et finalement, c'est lui-même et son entourage qui sont en train un petit peu de remettre une pièce dans la question du remaniement, de faire marche arrière. Je ne suis pas sûr qu'il gagne beaucoup sur ce plan-là. Pour aller un peu sur le fond des choses, vous le rappeliez là sur ces deux choses dans le fond, qui vont ensemble, la réindustrialisation et la souveraineté. Alors sur la souveraineté, les questions bien évidemment de dire on rapatrie la fabrication, relocalise la production de médicaments, notamment avec les principes actifs, puisqu'on s'est rendu compte que pendant le Covid, c'était les Chinois qui fabriquaient le Doliprane, avec les principes actifs. Mais quand il dit 50 médicaments d'ici quelques années et 25 d'ici quelques semaines, est-ce que c'est pas un peu flou, un peu on va dire ambitieux,
en quelques semaines de relocaliser? Est-ce qu'il faut créer des usines? Je vais vous surprendre, Roselyne, mais je trouve que évidemment c'est la bonne stratégie. Emmanuel Macron a raison de défendre un projet de relocalisation, de réindustrialisation de notre... Je parle de faisabilité. Vous voyez, par exemple, quand il arrive à faire venir l'entreprise taïwanaise dans le nord de la France qui prévoit de créer 1 millier d'emplois, je trouve ça très bien. Ce que je trouve moins bien dans la politique d'Emmanuel Macron, c'est que tout ça s'accompagne de financement public, avec de l'argent public, plusieurs milliards qui sont posés sur la table pour accueillir ces entreprises. Et je veux bien qu'on le fasse. À partir du moment où il y a des contreparties. Les contreparties, c'est quoi? C'est les contreparties évidemment en matière d'emploi et les contreparties évidemment des contreparties en matière écologique. Et c'est ça qui est le problème dans la politique d'Emmanuel Macron. C'est des cadeaux. C'est pour ça qu'on dit qu'Emmanuel Macron il est de gauche parce qu'il verse de l'argent aux entreprises, il donne de l'argent, voilà. Mais sauf que non, c'est de la mise à disposition des moyens de l'État au service des entreprises sans contrepartie sociale et écologique. Sur la faisabilité pratique, j'étais sur ce déplacement hier quand vous échangez avec le conseiller santé du président de la République. Déjà, il fait une distinction. Il vous dit dans les 25, il y a de la relocalisation, il y a de l'augmentation de production. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ces 25 molécules, comme on dit, pour certaines, on les produit déjà. L'objectif, c'est d'augmenter la production. La volonté, c'est aussi de donner... Les usines sont déjà là. Pour certaines, oui. Par exemple, l'usine dans laquelle il s'est rendu hier en Ardèche, elle produit des seringues pré-remplies de produits anesthésiants ou de réanimation. Eux, leur objectif, c'est d'augmenter de 50% la production en créant une deuxième ligne de production sur leurs 2 usines en Ardèche et à Lyon pour être plus indépendants à l'égard de la Chine et de l'Inde. Pour ce qui est de la liste des 450 médicaments qui vont être listés, c'est plus pour donner un signal politique en matière de vigilance sanitaire et sociale en disant on va surveiller ces 450 médicaments qu'on juge comme sensibles pour toujours en disposer, que ça soit au niveau français, mais aussi au niveau européen, expliquant que s'il y a des productions qui sont assez fortes dans le cadre de l'Union européenne, on peut aussi aller piocher dans d'autres pays. Vous disiez tout à l'heure les subventions. Alors, par exemple, si on prend un exemple d'une entreprise comme Intel qui propose, il y a une sorte de dumping à la subvention, c'est-à-dire les Américains demandent au pays de mettre au pot, l'investissement coûte 10 milliards et ils demandent à l'État français de mettre 3 milliards. Mais ils demandent aussi aux Allemands combien eux ils veulent mettre. Donc est-ce que là il n'y a pas un jeu de concurrence, de dumping à la subvention et qu'il faudrait remettre un peu d'ordre dans cette jungle en tout cas, à la subvention? Moi j'ai la conviction que sur les grands enjeux stratégiques, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit les transports, que ce soit l'énergie, il y a vocation à avoir une harmonie ou en tout cas une négociation, une discussion, une stratégie même à l'échelle européenne. Mais encore une fois sur la question des subventions, parce que je la trouve vraiment fondamentale, vous voyez, c'est l'entreprise IBM, je crois, qui a touché je ne sais pas combien de millions d'euros d'argent public par le pacte de compétitivité sous François Hollande et puis les cadeaux fiscaux qui ont été ceux d'Emmanuel Macron. 1 an après avoir bénéficié de cet argent-là, il y a eu un plan de licenciement absolument colossal. C'est pour ça que je dis que la démarche d'Emmanuel Macron, la démarche politique, la philosophie politique d'Emmanuel Macron, je pense qu'elle est bonne, évidemment. Je pense qu'elle est partagée, y compris par les rangs de la gauche, la réindustrialisation, la question de la relocalisation d'un certain nombre de secteurs. C'est une bonne démarche. La question, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Comment il est bien utilisé? Est-ce que l'investissement sera à la hauteur des résultats attendus? Il mise beaucoup aussi sur la mise à niveau d'un certain nombre de friches industrielles, justement dans le Nord, quand l'entreprise taïwanaise a annoncé son installation. Le chef de l'État a dit aussi, pour inciter les entreprises étrangères à venir, ce qu'on va faire, c'est que c'est l'État français qui va nettoyer toutes les friches industrielles c'est les écolos qui vont être contents, et les nettoyer, mais pour les mettre à disposition potentiellement des industriels qui voudront venir investir. Il y aura le problème écologique. Absolument. C'est le problème écologique, évidemment, mais vous voyez, par exemple, je reviens sur une mesure qui, dit-on, pourrait arriver... du remaniement, là, mais c'est pas grave. Non, parce que ça a à voir, parce que c'est aussi des messages qui sont envoyés quand on veut rabaisser l'âge légal pour avoir le permis de 18 à 17 ans. Je ne crois pas que ce soit un cadeau fait à la jeunesse en termes de mobilité. C'est plus un cadeau fait au secteur automobile qui pourrait, par cette disposition, voir le marché de l'automobile augmenter. Ce n'est pas une orientation qui est franchement favorisée par les écologistes qui prévoient plutôt un plan de développement du transport public, de la mobilité publique par le transport public. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des messages qui sont envoyés d'un côté de politique, notamment de la droite, et que ça a à voir, c'est pour ça que je reviens sur votre question sur le remaniement, c'est que toutes ces annonces-là, elles ont quand même à voir avec des messages envoyés à un électorat politique, ou en tout cas une séduction opérée du côté de la droite. Alors, puisque c'était notre sujet de départ, vous allez nous dire sur les ministres qui sont... sur la sellette. Mon cerveau se reset.
Dieu sait si ça prend du temps. Il y a des ministres qui sont dans la seringue. En fait, et ça, ils le savent. Ce qui est identifié, c'est davantage les ministres qui sont à peu près sauvés parce que ce sont ceux qui impriment le plus. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est-à-dire qu'on en évoque 4 ou 5 en général. Effectivement, c'est Bruno Le Maire, c'est Gabriel Attal, c'est Olivier Véran. Ça, c'est les solides. Porte-parole du gouvernement et que beaucoup pensent qu'il a été encore ministre de la Santé parce que ça a été le ministre de la Santé pendant le Covid et donc il est identifié. Ce que recherche le président de la République et la majorité, c'est des ministres qui sont identifiés et qui parlent aux Français. C'est ce qui est un peu reproché effectivement en ce moment, par exemple, au ministre de la Santé, François Braun, ou au ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Ça, c'est pour manque aussi d'empathie. Oui, et ça ne vous a pas échappé que ce qui n'a pas échappé non plus à son cabinet, et ce qui est perçu de l'extérieur évidemment comme un signe de faiblesse, c'est le fait que la semaine dernière, vous savez que la famille de la jeune fille qui s'était effectivement suicidée il y a quelques jours a été reçue par le ministre de l'Éducation. La famille n'a pas été satisfaite. Le lendemain, quasiment, elle a été reçue par Brigitte Macron. La tonalité a été différente. Mais pour ce qui est du remaniement, un ministre de Bercy me faisait remarquer il y a quelques jours que de toute façon, y compris pour Matignon, le Premier ministre qui a choisi, ou la Première ministre qui a choisi souvent Emmanuel Macron, en réalité, n'a jamais été dans la liste de départ. Édouard Philippe, personne ne le voyait venir. Jean Castex, personne ne le voyait venir. Vous allez me dire Elisabeth Borne, oui. Mais en fait, Elisabeth Borne, c'était pas la Première ministre. C'était le deuxième choix. Mais les remaniements sont jamais des bons moments. Il y a Marlène Schiappa, peut-être vous dire un mot. Non, ce que je voulais, si on reste sur le remaniement, les remaniements sont jamais des bons moments pour Emmanuel Macron, tant il est très mauvais DRH. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un remaniement qui est annoncé, il prend beaucoup de temps à savoir qui va être le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, etc. C'est aussi le problème d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir constitué ou ramené à lui des personnalités qui marquent des questions comme la justice, comme l'intérieur, comme la sécurité ou comme l'écologie, par exemple. Qui sait nous dire qui est le ministre de l'écologie? La justice, Dupond-Moretti, il a quand même... oui, très controversé. C'est une personnalité charismatique, on va dire. Bien sûr. Mais Emmanuel Macron manque quand même d'un personnel très politique. Une qui a émergé un peu, Rima Abdul-Malak, qui a fait un peu de politique au ministère de la Culture. Je pense qu'elle a sauvé sa tête s'il devait y avoir un remaniement. Mais c'est pas la préoccupation, hélas, aujourd'hui des Français. C'était à se demander d'ailleurs si Emmanuel Macron n'attend pas que l'Assemblée vote une motion de censure contre Elisabeth Borne à l'occasion du budget à l'automne prochain, pour que finalement ce ne soit pas lui qui ait à faire ce choix-là. Merci à tous les deux. Merci. Et merci à Flore Simon, à toute l'équipe technique. À très vite. La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec Louise Dupont, Sonia Patricelli et toute l'équipe culture de France 24. Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan, mais aussi les conseils séries et cinéma de Nina Masson et Thomas Borez. Et enfin Claudicia avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. Retrouvez toute l'équipe de À l'affiche tous les jours pour un concentré d'actualité culturelle.